Le Zénith et la Grande Halle d'Auvergne transformées en ferme géante pendant 3 jours, alors que se tiennent les états généraux de l'alimentation. Quelle place doit y tenir l'élevage et puis quel type d'élevage pour l'avenir? Voici les 2 principaux thèmes de ce dimanche en politique et c'est tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce dimanche en politique en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous présente tout de suite nos invités. Bruno Dufayet, éleveur et président de la Fédération nationale bovine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À votre gauche, Alain Perron, vous êtes le directeur de l'ADIV, qui est l'association pour le développement de l'industrie de la viande. Soyez le bienvenu. Oui, merci, bonjour. Et puis Éric Roux, qui est journaliste spécialisé et puis porte-parole de l'Observatoire des cuisines populaires. Merci à vous 3 d'être présents sur ce plateau. Alors, on l'a dit, les états généraux de l'alimentation sont en cours. Ils ont été lancés en juillet par le Premier ministre Édouard Philippe. Le chantier numéro 1, on va dire, c'est la création et la répartition des valeurs. En gros, le chantier numéro 2, l'alimentation saine, sûre et durable. Alors avant de vous entendre sur ces 2 grands sujets, vastes mais passionnants sujets, je vous propose d'écouter Stéphane Travert, le ministre qui était présent ici au sommet de l'élevage. Il cerne un petit peu les atouts de ce que sont ou ce que devraient être ces états généraux d'alimentation. Nous écoutons Stéphane Travert. Les états généraux, nous avons réussi déjà une chose, c'est faire en sorte que des gens qui ne se parlaient plus autour du triptyque producteur, transformateur, distributeur. Des gens qui ne se parlaient plus, qui n'arrivaient plus à trouver les compromis nécessaires, puissent le faire dans les bonnes conditions. L'État prendra ses responsabilités sur le plan législatif, sur le plan réglementaire. Mais nous avons demandé aussi à ce que les professionnels eux-mêmes puissent prendre aussi leurs responsabilités. C'est-à-dire, comment est-ce que nous construisons des politiques de filières? Comment est-ce que nous faisons en sorte que les filières soient plus longues? Comment est-ce que nous faisons en sorte que les filières puissent bien contractualiser pour créer ces conditions de revenus avec les producteurs? Et comment est-ce que la distribution s'inscrit dans cette démarche à la fois de qualité, s'inscrit dans une démarche de partenariat avec la transformation et avec la production? Alors Bruno Dufayet, ça semble un peu étonnant, on ne se parlait pas avant entre producteurs, transformateurs, il faut ces états généraux pour pouvoir enfin le faire? Alors on ne s'en parlait pas, on se croisait mais on avait du mal à s'entendre du moins. On se parlait effectivement mais on ne s'entendait pas. C'est peut-être une des vertus déjà de ces états généraux, c'est de se mettre autour de la table dans un autre contexte et là pour le coup prendre le temps de s'écouter. Alors j'ai rencontré un de vos collègues éleveurs qui me disait mais ces EGA c'est stratosphérique, on ne sait pas trop comment s'y inscrire. Vous avez trouvé vous comment vous y inscrire? Comment s'y inscrire, c'était très compliqué. Bon, il y a beaucoup de monde autour de la table. Moi, je suis dans un atelier, l'atelier 5 sur la répartition, mieux rémunérer les producteurs. On est 70 personnes. On doit être 5-6 agriculteurs. Bon, on est rentré par le canal professionnel, on représente les professionnels. Mais effectivement, c'est très très large. Donc c'est très difficile d'arriver à trouver sa place. Il faut il faut se faire entendre, il faut arriver à se faire entendre. Est-ce que de façon générale, on pourrait dire qu'est-ce qui cloche en fait dans cette filière viande? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je crois que tout peut bien fonctionner si on prend bien en compte les besoins du consommateur. En fait, nos modes de vie et nos modes de consommation ont évolué. Vous pensez qu'il faut partir du consommateur pour construire la filière plutôt que de partir de l'éleveur par exemple? Je pense qu'il faut partir et être bien au fait de ce qu'attendent les consommateurs, en particulier les nouveaux consommateurs, les jeunes. Nos habitudes ont changé, on a des notions de praticité, d'usage des produits qui rentrent en ligne de compte. Les clés du goût, de la saveur, du plaisir sont importantes. On a tous envie d'être en bonne forme. Et finalement, la filière viande si on peut parle aux répondre consommateurs, à ces besoins. oui, c'est ça, mais ils veulent du goût, de la qualité, et puis pas trop cher, c'est toujours un petit peu le même triptyque. Oui, je pense que les référentiels sont en train de bouger, qui sont d'autant plus intéressants que ça peut créer des maillons tout au long de la filière et répartir cette valeur ajoutée. De toute façon, il faudra changer nos référentiels pour répartir cette valeur ajoutée de l'éleveur. Alors là, excusez-moi, mais référentiel, valeur ajoutée, je ne comprends pas tout. Assez concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, non, juste pour revenir sur le sujet, il y a 2 entrées. Il y a une entrée attente consommateur sur le produit qu'il est prêt à acheter. Et il y a une problématique, effectivement aussi, construction du prix.
Et je pense que oui, il y en a une qui doit partir. La première doit partir du consommateur et revenir sur la production. La deuxième, c'est un de nos combats, doit partir de la production pour remonter vers le consommateur. Et ça ne veut pas dire, moi je ne partage pas l'idée de dire que le consommateur n'est pas prêt à payer. Le consommateur a envie de savoir. S'il sait comment est produit, comment ça se passe dans l'exploitation agricole, comment ça se passe derrière sur la transformation. On le voit, on l'a vu sur pas mal d'actions syndicales, le consommateur est prêt à payer à condition de savoir et d'y mettre de la transparence. Éric Rouge, je vous ai vu hocher de la tête quand vous avez dit le consommateur est prêt à payer. C'est pas évident pourtant ça. C'est pas évident, mais c'est assez rigolo. Faut écouter ce que raconte le ministre. Il parle de réunir les producteurs, les transformateurs et la distribution. Et ceux qui mangent, ils sont où? On est à un moment, à mon avis, en termes d'évolution de société extrêmement important. Et ce n'est pas les marketeurs et la communication qui vont nous dire comment change le monde, mais ce serait peut-être bien pour une fois d'écouter les consommateurs dans leur diversité, exactement comme la production de viande, savoir ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Alors oui, certains sont prêts à payer plus cher, d'autres ont des contraintes qui sont réellement économiques. Quand on touche un SMIC, qu'on a une famille de 4 enfants à nourrir, des Knack... Ça ne peut pas être la côte de bœuf tous les repas. Des Knack fabriqués avec du minerai de porc sur du marché mondial, c'est un truc qui trouve une place dans l'alimentation. Ce que je veux juste raconter, Pierre-Olivier, c'est la complexité en fait du choix et du choix économique et de goût qu'il y a là-dedans. Je vais vous faire une petite citation et ça va vous surprendre parce que je vais citer Emmanuel Faber, le PDG de Danone. C'est pas trop mon style, qui disait dans un discours cet été: chaque fois que nous mangeons, nous votons pour le monde dans lequel nous voulons vivre. Oui. Tant qu'on n'aura pas reconnecté cette histoire-là à notre choix alimentaire et donc notre choix de viande, on est cramé. Oui, mais on va vous opposer à ça que celui qui achète effectivement des knackis faits à partir de minerais de porc sur le marché mondial, il n'a pas forcément le choix. Et il n'a pas le choix de dire, moi, je veux changer les modes de fabrication. Oui, mais Pierre-Olivier, là, il y a un vrai choix politique à avoir derrière ce constat de pratique sociale où éleveurs, transformateurs et distributeurs, et surtout peut-être le politique, doit inciter à changer ses comportements. Non pas avec des histoires d'éducation, les gens n'ont pas besoin d'être éduqués, mais juste pour les guider, pour leur donner le choix à une alimentation qui soit autre, plus investie justement en termes d'écologie, de rémunération des producteurs et un peu moins de ceux qui sont au milieu du chemin. Quand vous parlez justement des nouvelles façons de consommer, vous pensez un petit peu à ça? Je pense à ça. Je pense qu'il faut innover. Il faut sortir des produits qui répondent aux attentes de toutes les catégories de consommation, des juniors, des seniors. Et puis, il ne faut pas oublier de croiser cette innovation par rapport aux enjeux sociétaux. Et les enjeux sociétaux sont ô combien importants, quels que soient les consommateurs aujourd'hui, que ce soit la santé, la nutrition, l'aspect environnemental et puis, et bien entendu, l'aspect bien-être animal. Oui, Eric. Non, je pense à un séminaire où nous avons participé avec Bruno au printemps dernier, qui était organisé par l'Observatoire des comportements et habitudes alimentaires, qui est financé par l'interprofession du lait, qui était sur les inquiétudes alimentaires. Alors, aujourd'hui, on ne dégage plus une crise. On se rappelle de la vache folle, on se rappelle de la crise de la viande de cheval et d'autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la pratique culturelle du consommateur, il y a une inquiétude. Est-ce qu'on me raconte réellement la vérité? Ça, c'est toujours ancré. Quand on a réussi à faire manger à des ruminants de la farine animale, depuis, c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été longtemps. C'est plus qu'ancré. Ça veut dire quoi? Il faudrait qu'on arrive à se dégager de juste d'un choix de grandes surfaces. J'ai rien contre les grandes surfaces. C'est-à-dire qu'il faut reconnecter en fait ces gens-là, les gens qui produisent, avec les gens qui mangent. Vous voulez dire qu'il y a une personne entre vous qui est un peu trop... Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste, je crois qu'il y a un vrai déficit qui n'est pas dans l'absence de savoir faire à manger, mais dans l'absence de savoir qu'est-ce que je peux faire à manger et avec qui comme producteur. Oui, non, mais pour rebondir là-dessus, je pense que c'est une erreur qu'on a fait au niveau de nos métiers. Moi, en tant que producteur, on n'a pas vu la société s'urbaniser. Et donc, on a créé un fossé aujourd'hui entre le consommateur qui est quand même assez souvent urbain et la production, les zones de production qui sont très rurales. Et ça doit devenir, enfin on en a déjà parlé avec Eric et c'était aussi un des débats sur ce fameux colloque, mais on se doit, nous aujourd'hui, producteurs, de reboucher ce fossé, d'aller au-devant des consommateurs, d'être transparent, d'expliquer. Et ça, c'est un enjeu fort, mais c'est un enjeu qu'on doit prendre à bras-le-corps. Eh bien, écoutez, avant de poursuivre cette conversation, je reviens vers vous, je vous donnerai la parole, monsieur Blanc. On va voir quand même, on va entendre, on était se balader ici dans le sommet pour savoir qu'est-ce que les éleveurs attendaient, notamment en termes de prix, parce que c'est aussi là quand même le nœud. On les écoute et on rebondit derrière.
Aujourd'hui, on fait naître un animal, on ne sait pas combien on va le vendre. On le saurait au départ. Après, c'est facile, c'est mathématique. On se sort un salaire, tout le monde vit, et tout va bien. On est compressé par la grande distribution, par tout ce qui est charges sociales. Donc plus ça va, plus nos marges sont faibles. Nous, jeunes, si on veut s'installer plus tard, le problème c'est qu'on ne sait pas si on a un possible avenir dans ce milieu, quoi. Au niveau du prix du lait, on voit bien que la tonne de lait n'est pas suffisamment valorisée. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne sais pas. Peut-être repartir sur des filières plus courtes, moins d'intermédiaires et moins d'industriels. Pour, à mon avis, améliorer les prix, du moins, il faut déjà de la contractualisation. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment les gens soient les acteurs, soient maîtres de leur destin, soient les acteurs et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur production. Et pour ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient vraiment engagés dans les filières. Et je crois que l'engagement dans les filières, c'est nécessaire. Voilà, pas mal de pistes de réflexion proposées par les éleveurs. Est-ce que justement les accords avec la grande distribution, directement entre producteurs et grande distribution, ça peut être vertueux? Ça fait partie, là on a entendu, hein, on a aujourd'hui un vrai problème sur la fabrication du prix. En fait, le producteur est souvent la variable d'ajustement à qui on donne, ce qui reste. Le distributeur a pris sa marge, le transformateur a pris sa marge, et puis ce qui reste, on donne au producteur. Et malheureusement aujourd'hui, ce qui reste ne couvre plus le coût de production, c'est-à-dire tout ce que coûte l'achat d'aliments, le matériel, toutes nos charges sur nos exploitations. Donc ça a été dit par le premier intervenant, oui. Mais voilà, il y a la nécessité d'inverser cette mécanique du prix. Alors comment justement inverser cette mécanique du prix? Et justement, et on le voit aussi, on l'entend dans le reportage là. Vous avez l'idée de la contractualisation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est primordial. Mais un contrat, j'y reviens dessus, c'est-à-dire la contractualisation doit être tripartite, c'est-à-dire on doit retrouver dans le contrat chaque maillon. Mais on doit être très transparent. Au bout, on a un consommateur qui veut de la transparence. Et aujourd'hui, pour le coup, on est loin d'être très transparent. Je considère qu'on est le seul maillon à être à peu près transparent, puisqu'aujourd'hui, nous, on a, dans le rapport, dans l'Observatoire des marges, les industries de la viande font des efforts, justement, pour expliquer pourquoi leur marge, en fait. Et pourquoi leur travail, expliquer leur travail, qui est quand même important aussi. Ouais, je crois qu'il faut amener, comme l'a dit Bruno, des éléments de réassurance. Et pour amener ces éléments de réassurance, il va falloir travailler beaucoup plus main dans la main, travailler collectivement. Sur des démarches territorialisées par exemple. Ça peut être des éléments nouveaux qui sont en adéquation avec les attentes des consommateurs et donc quelque part derrière en capacité d'amener de la valeur ajoutée, une dimension prix supérieure sur un certain nombre de produits. On a trop banalisé la viande, Pierre-Olivier. Trop banalisé. C'est-à-dire que vous pensez que c'est trop facile de l'avoir. Et c'est quoi? Alors les circuits courts par exemple, ce serait aussi quelque chose de plus près, mais c'est pas toujours possible, quoi. Les circuits courts, c'est une solution parmi d'autres. Vous venez très bien de l'illustrer. La problématique, c'est que la viande bovine demande de l'espace. Donc souvent, les zones de production sont loin des zones de consommation. Oui. Mais c'est possible pour tous les éleveurs qui sont près de zones de consommation. Bruno Dufayet, quand on sait parfois que des veaux du Cantal naissent dans le Cantal, partent en Italie pour être engraissés, pour revenir, pour être vendus en France, on se dit mais quel est ce délire, quoi? Alors bon, sur le mâle, on en consomme très peu. Ça c'est une idée, un a priori qu'on a souvent, mais ça existe sur d'autres productions. Effectivement, relocaliser la production, ça fait partie des enjeux. Et qu'il y ait une vraie connexion, notamment par les circuits de distribution, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la GMS, qu'on arrive à retrouver ces connexions entre le producteur, le transformateur, le distributeur et le consommateur. C'est un enjeu fort pour demain, justement, continuer à avoir une production en France. Moi, je reste convaincu que demain, l'avenir de nos productions passera par ce rapport qu'on doit recréer avec le consommateur. L'idée de l'Union européenne que, par exemple, la Nouvelle-Zélande devienne le producteur mondial pour les moutons et que, finalement, si on sait faire moins cher ailleurs, ça ne peut pas tenir. Il faut qu'à un moment on soit logique entre les attentes. On a parlé d'attentes sociétales. Aujourd'hui, on a un consommateur qui a des attentes, elles sont légitimes. On a un modèle aujourd'hui en France qui répond en partie à ces attentes-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des marges de progrès. Mais voilà, et on ne peut pas à la fois répondre à cet enjeu-là et puis derrière se dire que demain, le Mercosur doit être le producteur avec des modèles complètement différents. On a vu sur ce sommet ici notamment une coopérative qui s'appelle Unebio, 2500 éleveurs bio qui se réunissent. Ça, voilà le type d'initiative qui peut être vertueuse. Le regroupement des producteurs, ça fait partie des enjeux aussi des États généraux, c'est donner la capacité aux producteurs de se regrouper et de peser justement dans la filière, de peser aussi dans la rémunération nécessaire pour maintenir des productions. Donc voilà, la coopérative, elle n'existe pas du bio, puis elle n'existe pas de cette année. Mais c'est vrai que cette idée est importante et à bâtir.
Je vous écoute également pour une première conclusion sur ce premier thème. Alors, première conclusion, je dirais que le savoir-faire et le professionnalisme, on a la chance en France, dans nos territoires en particulier, d'avoir des éleveurs compétents, des outils d'abattage performants, des savoir-faire en matière de boucherie, que ce soit la boucherie artisanale ou la boucherie des acteurs de mise en marché, avec des gens compétents. Et il faut bien se dire que mettre en avant et vendre de la viande, c'est un véritable métier. Parce que ce que fait un producteur, c'est cher à produire. Donc il faut aller jusqu'au bout et jusqu'à l'accompagnement, à l'utilisation des produits. Je crois que c'est important pour valoriser au maximum nos productions, en particulier animales. Éric Roux, une première conclusion sur ce thème, qu'est-ce qui aurait... Je vais parfaitement dans le sens de Alain Perrin, si ce n'est qu'aujourd'hui, il manque en gros 50 000 apprentis dans le secteur des métiers de bouche. Donc il y a un vrai problème. Et je crois pour une raison très simple. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui cherchent des filières, il faudrait peut-être leur raconter que ça mais peut tout être bien. simplement en leur disant que c'est pas juste un boulot où on découpe de la viande et on vend de la viande. On en parlait juste avant l'émission avec Bruno, on a suivi un enseignement agricole tous les deux. Il y a un élément essentiel, il faut remettre de la culture en fait dans l'agriculture. Quand je dis culture, c'est parler de diversité, d'identité, non pas au sens nationaliste, mais au sens de richesse sur le marché, et que ça c'est un enjeu qui passe en dehors justement de ce que fait la grande distrib ou la transformation, j'ai fini Pierre-Olivier, qui est le marketing. Le marketing, je crois que les agriculteurs se sont fait un petit peu embarquer dans une histoire où on leur racontait des sornettes. Il faut revenir à des réalités et à une sincérité productive, quelque chose qui soit ancré dans le territoire. Vous me permettez de faire une transition toute trouvée, on va écouter, je sais que c'était presque calculé, on va écouter un petit peu ce que disent justement de nouveau les éleveurs sur ce qu'ils attendent de l'avenir et peut-être sur les valeurs qu'il faut retrouver. On les écoute et puis on parle de l'avenir et de l'international ensuite. Merci. Ok, merci. Je trouve que l'alimentation française, elle est très sécurisée par rapport à d'autres pays et on est toujours en train de taper sur les éleveurs. Alors que si vous prenez d'autres pays, ils n'ont pas du tout les mêmes garanties sanitaires que chez nous. Il y a la traçabilité en France qui est bien plus importante. Quand on voit ce qu'on nous impose au niveau de la sécurité, de la traçabilité de tout, de la fabrication, ce qu'on impose aussi au niveau du producteur. Je pense qu'en France, on lave plus blanc que blanc. Comment voulez-vous faire concurrence à des gens qui produisent en faisant n'importe quoi, et nous, en face, il faut qu'on essaye de respecter tout ce qui nous est imposé, on essaye de produire mieux, bien entendu, parce qu'on ne peut pas être indifférent à ce que les consommateurs nous demandent. On est aussi à l'écoute des consommateurs. On n'est pas tous à la même enseigne. Là. Nous, il y a 20 ans qu'on a arrêté les hormones, ils piquent encore et on va importer de la viande hormonée. Donc, pour moi, c'est pas l'Europe, quoi. L'Europe, c'est tout le monde au même niveau. Enfin là, c'est pas l'Europe, bien sûr, mais bon. Faut comparer la viande identique, quoi. Le docteur Djibril Berthé, représentant du Burkina Faso, ici au sommet de l'élevage, nous a rejoint. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à France 3. Alors, une première question, qu'est-ce que justement un représentant comme ça africain vient chercher ici au sommet de l'élevage? Je dirais que j'ai trouvé déjà ce que je viens trouver. Le fait d'être accepté sur un plateau d'une si grande importance est un des premiers éléments que nous recherchons, le contact humain. Et ce plateau est une preuve palpable et incontournable de la région, de votre région. Et je vous en remercie au nom de toutes les délégations africaines. Merci beaucoup à vous, c'était très agréable d'entendre ça. Je reconnais bien l'élégance africaine quand vous dites ça. Alors pour être plus concret, le Burkina, ici, il y a des modèles d'élevage. Qu'est-ce que techniquement vous êtes potentiellement venu chercher? Nous recherchons, à part les choses, le contact humain, essentiellement de la génétique bovine. Parce que ce que nous tirons de l'expérience européenne et française précisément, c'est cette évolution génétique. Et les 40 années, 60 années que vous avez pris pour la recherche et obtenir des résultats aujourd'hui, nous pouvons profiter de cela pour faire évoluer nos productions à une vitesse exponentielle. Donc atteindre un niveau de développement pour lequel nous n'avons pas souffert. Parce que la question aussi va être, on dit que l'Afrique sera le continent du 21e siècle, mais il faudra nourrir toute cette jeunesse.
Oui, c'est tous les défis, parce que quand on prend le cas du Burkina, la population est très très jeune et nos autorités ont obligation de nourrir cette jeunesse. Donc il faut avoir une sécurité alimentaire dans tous les sens du terme, au sens européen et au sens africain, parce qu'il y a une nuance. Alors justement, sur la sécurité alimentaire, on entendait un éleveur là, qui évoquait le CETA, l'accord de libre-échange qui a été signé entre l'Europe et le Canada. Ça sera très rapidement entre environ 65 000 tonnes de viande qui vont arriver, potentiellement piquées, effectivement. Ça pose un problème, ce type d'accord. Ah bah oui, ça pose un gros problème, je le disais tout à l'heure, mais voilà, là pour le coup, il y a une vraie distorsion de concurrence. On est sur un modèle en France, on a à peu près 50 vaches, on est sur 60 hectares sur nos exploitations, on a un modèle qui est encore herbagé et on est prêt à importer. Alors, et du coup qui répond à des enjeux. Et un modèle qu'on veut protéger. Et on nous impose d'importer des viandes issues de modèles complètement différents. On parlait de pratiques. Sur l'accord CETA, je crois qu'il y a 46 produits interdits en Europe qui sont encore autorisés au Canada. Donc on est prêt à faire rentrer des produits agricoles qui, utilisant ces méthodes ou ces produits aujourd'hui interdits en Europe, on est prêt à les rentrer et puis à les amener dans les assiettes du consommateur en toute impunité. On est sur une incohérence de politique. Ça, c'est quand même assez effrayant, Éric Roux, ce type d'accord. Pourtant, ça a été dénoncé et finalement, ça passe et ça va entrer dans les mœurs. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui passent comme ça sans que les gens réagissent, mais je crois que c'est là où il y a un vrai travail à effectuer de la part des producteurs et de la part des transformateurs, d'être réellement en contact avec les consommateurs, parce que ceux qui vont pouvoir décider, finalement, ce sont les consommateurs. Si les consommateurs refusent d'acheter cette viande ou qui imposent politiquement à ceux qui décident d'indiquer que cette viande vient de tel ou tel endroit, l'histoire sera vite conclue. Ça prendra 3-4 ans, mais on aura un poids qui sera un poids politique au sens noble du terme. Et c'est, je crois, la même chose aussi pour l'Afrique. Pour avoir travaillé très longtemps à RFI, je crois que l'Afrique peut être un modèle. Ils viennent chercher chez nous une performance technique, mais il faut que l'Afrique l'utilise pour sa performance culturelle et alimentaire. Et là, on a plein de choses à apprendre. Liberté, justement sur ça, on va dire faire un modèle à l'africaine aussi de l'élevage. Le modèle africain est un mode de vie. Parce que quand on parle de l'agriculture familiale, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas une famille qui se retrouve pour produire, mais c'est toute une communauté qui produit. Et quand on essaie de faire du copier-coller avec le modèle venu d'ailleurs, on brise l'organisation sociale même de nos sociétés. Donc en Afrique, il y a deux possibilités. Nourrir la jeunesse à travers des élevages intensifs ou même l'importation, ce qui n'est pas toujours exclu dans certaines zones. Mais quand on veut assurer la cohésion sociale, le développement réel, il faut rester dans le modèle de l'agriculture familiale qui n'est rien d'autre qu'une diversification des productions et l'une assurant l'autre. C'est arriver à être à cet équilibre-là, c'est-à-dire avoir de la technologie, de la technique d'élevage, de la génétique de haute qualité, mais en même temps en tenant compte de comment on produit tout ça, si vous êtes sensible à ce genre de... Oui, parce que ça, on l'a peut-être un peu oublié en France, clairement. Alors moi, je suis assez fan de ce que dit le docteur Berthet. Il faut relire René Dumont à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il racontait en fait cette transition d'une économie agricole de subsistance qui atteignait une économie de marché. En fait, le vrai enjeu de la production familiale africaine, puisque c'est ce terme-là qui est important, c'est... Famille au sens élargi. Au sens élargi, c'est assurer la subsistance du groupe et avoir plus pour pouvoir mettre sur le marché et satisfaire ceux qui ont quitté la zone de production. Ce qui est exactement notre problème à une autre échelle, avec d'autres données. Bruno Dufayet il y a quelques minutes. Alors ça, c'est quelque chose... que les États généraux de l'alimentation prennent en compte ce genre de propos, Bruno, non? Oui, non, mais juste, mais je partage ce que vous venez de dire, parce que on se rend compte, et nous aujourd'hui c'est tout l'enjeu, c'est d'expliquer que derrière un morceau de viande, il y a, y compris en France, Éric parlait de culture, il y a la culture rurale. Et la culture rurale, elle se bâtit aussi autour d'un modèle d'élevage. Moi, je suis producteur dans le Cantal, mais c'est vrai dans tous les territoires français. Aujourd'hui, derrière un morceau de viande, on doit se rendre compte, vous parlez de communauté autour de l'élevage, par exemple, mais cette communauté, oui, c'est aussi la vie dans les territoires ruraux. Il faut qu'on arrive à expliquer aujourd'hui aux consommateurs. Est-ce que la Fédération nationale bovine ne devrait pas organiser un voyage au Burkina pour peut-être se faire une piqûre de rappel pour toutes ces valeurs? Alors, on a toujours ça vous fera l'occasion de faire un beau voyage en plus, parce que le Burkina est un pays magnifique. On a toujours à apprendre de partout. De toute façon, ça c'est un principe et j'en reste convaincu.
Oui, déjà, oui. Et je reste convaincu qu'au Burkina, mais aussi aller dans des pays où on a des modèles de production qu'on vient un petit peu de dénigrer, aller voir justement comment ça se produit, c'est toujours mieux d'y être allé pour pouvoir en parler, pouvoir comparer ce qu'on fait. Mais ça, il faut qu'on arrive à faire passer ça aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, dans la tête du consommateur. Aujourd'hui, derrière un produit, il doit y avoir une origine. Et cette origine, elle doit parler. À nous d'être capables d'expliquer, de nourrir l'origine. Voilà. Il nous reste un petit peu de temps pour vous donner un mot de conclusion, docteur Berthet. Justement, c'est vers ça que vous souhaitez aller, vous, en tant que représentant africain? Oui, c'est un exemple, parce que je crois que l'agriculture, au sens large du terme, parce que nous, dans nos pays, nous parlons d'agriculture et élevage, mais l'agriculture au sens premier, c'est d'abord une cohésion, un développement cohérent entre le milieu, protection de l'environnement, l'homme se sent à l'aise dans ce milieu et production de richesse. Donc moi je pense que les trois sont réunis et il faut réfléchir quel que soit le pays. Repartir de cette base-là. Je peux faire juste un mot, Allez-y, une Eric, référence africaine. Un des plus grands auteurs africains, qui est Amadou Ampateba, disait une chose très simple qu'on cite souvent: chaque fois qu'un vieillard meurt, une bibliothèque brûle. Je crois que dans le monde de l'agriculture, aujourd'hui, on est à cette situation-là. Il y a un système d'urgence. Chaque fois qu'un boucher disparaît, chaque fois qu'un agriculteur disparaît, on oublie en fait son savoir. Un pan d'histoire. Merci messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents sur ce plateau de Dimanche en politique. Merci